Quel match incroyable livré par un ciel blanc ce soir. C'est fait. Racing dans le Brennus. Le Racing est époustouflant. Le Racing 92, sous l'impulsion de son président visionnaire Jackie Lorenzetti, s'est doté d'une enceinte sportive avant-gardiste et d'un centre de formation des plus modernes. Mais, avant d'en arriver là, savons-nous d'où vient le Racing 92 ? Il fait partie intégrante de l'histoire d'une institution, celle du Racing Club de France, né à la fin du 19e siècle. Nous sommes en 1882, et à cette époque, la France n'est pas sportive. Seul l'escrime, le sport hippique, la gymnastique et l'émergent cyclisme, qui ne porte pas son nom mais celui de vélocipédie, sont les pratiques d'une classe bourgeoise en quête de distraction. Exportée du système scolaire britannique, la pratique du sport séduit de jeunes Français en mal de vivre. Âgés de 14 à 21 ans, issus des lycées Condorcet, Carnot, Rollin, des étudiants vont se divertir et se défier dans une épreuve qui avait disparu depuis l'Antiquité, la course à pied. N'ayant pas d'espace dédié à leur pratique sportive, ils se donnaient rendez-vous, près de leur école, dans le hall de la gare Saint-Lazare. Le nombre de compétiteurs grandissant, la suite logique était de créer une association. Il leur fallait donc un nom. Sous l'influence britannique, ils en choisirent un à consonance anglaise, le Racing Club, quand même plus chic que cercle ou association. C'est donc par la course à pied que naît votre club en 1882. S'inspirant des courses hippiques, ils couraient vêtus de toques, casaques, culottes bouffantes et cravaches, comme des jockeys à pied, et se donnaient le nom de chevaux célèbres de l'époque, les courses faisant même l'objet de paris. Les adhérents affluent, les clubs adverses se créent, il faut donc se structurer pour durer. 3 hommes seront déterminants, Georges de Sinclair, Monsieur le commandant Napoléon Ney et Michel Condinet. C'est Sinclair, pionnier du sport en France, qui imposa nos couleurs rayées ciel et blanc et modifia le nom Racing Club en Racing Club de France pour se différencier du Racing Club de Bruxelles lors de la première compétition internationale qui opposera ces deux clubs. Si le Racing est un club, il n'a pas de maison et les athlètes s'époumonnent dans différents lieux publics de Paris. Mais en 1886, Sinclair et Napoléon Ney obtiennent de la ville de Paris la Croix Cattelan. Enfin, c'est sous Michel Gondinet que le club connut son essor et devint omnisport en créant ses différentes sections sportives. Les premières étant le lawn tennis en 1889 et le football rugby en 1890. C'est sous sa présidence que le Racing Club de France fut 2 fois champion de France en 1892 à la première édition, puis en 1900. C'est également sous sa présidence que le Racing Club de France accueillit les 2e Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1900, dont les épreuves, notamment l'athlétisme, se dérouleront pour majeure partie sur le terrain du Racing Club de France de la Croix-Cattelan. C'est sur cette piste en herbe que le rugbyman racingman Pierre Fallio, dit l'autobus, boucla en mai 1908 son 400 mètres en 49 secondes, record national qui tiendra 20 ans. Le Racing Club de France allait grandir chaque année jusqu'à se partager un siècle plus tard avec le Real de Madrid le titre de plus grand club omnisport du monde avec ses 22 000 membres auréolés de ses 98 médailles olympiques, 48 titres ou records mondiaux, 235 titres ou records européens et plus de 2500 titres nationaux que se partageaient 17 disciplines sportives. Mais nous n'en sommes pas encore là. Après 1892, le consacrant à jamais le premier champion de France de l'histoire du rugby, le Racing Club de France domine non seulement le rugby mais aussi le sport français. Grâce notamment à des sportifs de renom tels que Franz Rechel, leader naturel qui conduira le Racing Club de France au titre en 1892 face au Stade français, en 1900 face au Stade bordelais, et deviendra champion olympique de rugby en 1900 avec 8 autres de ses coéquipiers. Charismatique, il laissera son nom à la compétition junior toujours en cours. 1902, 3e titre face au Stade bordelais. À partir de 1907, le Racing Club de France loue le stade de Colombes avant de devenir le propriétaire et lui attribuer un destin hors norme. Mais avant cela... Durant la guerre 14-18, le Racing Club de France paiera un lourd tribut avec la disparition de 27 de ses équipiers premiers. Gaston Lannes fut le premier à partir, le 23 septembre 1914 à l'âge de 31 ans.
Il avait un CV sportif exceptionnel, puisqu'il fit partie de la première équipe de France opposée aux All Blacks en 1906, fut capitaine de l'équipe de France dans son premier match dans le tournoi des 5 nations, contre le Pays de Galles en 1910, fut le premier à atteindre les 10 sélections en équipe de France, et enfin fit partie de la première victoire contre une équipe britannique, l'Écosse, en 1911. Maurice Boyau fut le dernier à partir, le 16 septembre 1918. Il avait 30 ans. C'était un as des as de l'aviation française avec 35 victoires à son actif. Fidèle au panache et l'insouciance, trait de caractère du Racing Club de France, il prenait son avion et se posait au Bourget pour pouvoir faire ses matchs avec notre club. À son retour à la base, il demandait à son commandant la mission la plus dangereuse en guise de punition. Il fait partie de l'équipe qui remporta, face à Grenoble le 28 avril 1918, 5 mois avant sa mort, la Coupe de l'Espérance qui remplaçait le championnat de France. À la sortie de la guerre, tout est à reconstruire. Mais le Racing Club de France sera tout de même finaliste du premier championnat de France d'après-guerre en 1920 face à Tarbes. En 1921, le CIO choisit pour la deuxième fois la ville de Paris pour accueillir les 8e Jeux Olympiques. Faute de financement pour construire son stade olympique, Paris est à 2 doigts de déclarer forfait. Il faudra toute la détermination du Racing Club de France pour persuader le comité d'être la solution avec le stade du Matin, à Colombes, où jouait notre équipe de rugby. Alexandre Dujarry, Racingman Rugbyman, sera l'architecte du stade olympique de Colombes, avec ses 60 000 places, qui accueillera toutes les confrontations internationales d'athlétisme, de football, de rugby et même de boxe. Le Racing Club de France peut donc se targuer d'être le seul club au monde à avoir accueilli en son sein 2 fois les Jeux Olympiques. Le serment de ces Jeux de 1924 sera d'ailleurs fait par Géo André, également porte-drapeau. Immense sportif complet, rugbyman et athlète du Racing Club de France de 1909 à 1927. Vainqueur en 1918, finaliste en 1912 et 1920. 8 fois international au poste de 3 carrels, il participa à 4 Olympiades, glanant une médaille d'argent et une médaille de bronze. Il décédera au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943. Les années 20 verront apparaître celui que l'on nomme toujours le meilleur d'entre nous, Yves du Manoir. Mort aux commandes de son avion le 2 janvier 1928 à 23 ans, la brièveté de sa vie le fait bénéficier d'une grande popularité en France. En témoigne le nombre de stades à son nom, copiant ainsi le Racing Club de France qui choisit 4 mois après sa mort de renommer le stade de Colombes stade Yves du Manoir. Yves du Manoir aura marqué sa fulgurante existence en modernisant le poste de demi d'ouverture par l'utilisation savante du jeu au pied et l'innovation de la passe sautée. Dans les années 30, le rugby français est coincé entre une pratique extrêmement violente de son sport et un professionnalisme caché de certaines équipes qui l'exclura des compétitions internationales. En 1931, le Racing Club de France décide de créer une compétition au nom de Challenge Yves du Manoir, où il invite les meilleurs clubs français proposant le jeu pour le jeu. Un peu comme les Babas. Une compétition qui existera jusqu'en 1996, que le Racing Club de France aura la politesse de ne jamais remporter. L'entre-deux-guerres verra apparaître 2 grands Racingmen, Pierre Godermen et René Krabos. Godermen évolue au Racing Club de France au poste de 3e ligne centre, avant-guerre. Il fut un as de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Après le conflit, il obtint d'importantes responsabilités au sein de la Fédération française de rugby. Krabos, lui, était un grand stratège et meneur d'hommes dans les années 20. Associé à François Borde et Jauregui, ils formèrent ainsi un trio de légendes au Racing Club de France et en sélection nationale. Théoricien du jeu, il devint manager de l'équipe de France, puis président de la Fédération française de rugby. Tous deux laissèrent une grande empreinte dans le rugby, récompensés par l'attribution de leur nom aux compétitions nationales respectivement cadets et juniors. Ce qui fait qu'avec Reichel, 3 compétitions nationales sur 4 portent le nom d'anciens joueurs du Racing Club de France. Pendant ce temps, le Racing Club de France Omnisport étoffe son patrimoine en acquérant le 5 rue et Blé, notre siège social jusqu'à ce jour, faisant de nous de fait un club parisien. L'extension continue, en s'appropriant le golf de la Boulie, puis les terrains de tennis couverts de la rue de Saussure. Mais revenons au rugby. À Toulouse, le Racing, maillot et bas rayés, s'est fait battre par Castres. Dans les 5 mètres du Racing, les avants défendent mal. Espanol marque pour Castres. Ballan marque le 3e essai pour son camp. C'est ce qui est admis par les arbitres. Mais la caméra ne montre-t-elle pas le pied gauche de Ballan hors de la ligne de sortie? Si cet essai n'avait pas été jugé valable, le Racing serait champion de France. Et ses tenants estiment qu'il l'est, moralement, par 8 à 6. Mais Castres reste officiellement champion de France.
Dans les années 50, le Racing Club de France sera le seul club à contester la domination lourdaise. Vice-champion de France en 1950 face à Castres et 1957 face à Lourdes, malgré la présence au capitanat d'un grand Gérard Dufaux, 38 sélections en équipe de France. Le Racing Club de France redevient champion de France contre le Mont-de-Marsan en 1959. Il aura fallu attendre 57 ans. Grande finale du championnat de France de rugby entre le Racing à droite en maillot cerclé et Mont-de-Marsan dans un stade municipal de Bordeaux-Archicon. Juste avant la mi-temps, le Racing partait à l'assaut par un essai de grande envergure marqué par le deuxième ligne Boise. Il soulevait d'enthousiasme 40 000 spectateurs. Malgré la blessure de Moncla, le Racing devenait champion de France. Il y avait 57 ans, il n'avait pu conquérir le titre. On le sait, pour être champion, il faut réunir 3 ingrédients. Un bon président, un bon entraîneur et une belle génération de joueurs. Cette année-là, le Racing possède ce cocktail gagnant avec Roger Leroux, Robert Poulain et la génération Moncla. Les années 60 et 70 seront de nouvelles années de disette. Pourtant, l'école de rugby fournit de beaux joueurs. 8 titres de champion, plus 2 finalistes pour les juniors. 4 titres de champion, plus 3 finalistes en réserve. Mais sans jamais conquérir le titre suprême. La Renaissance naîtra dans les années 80-90 par son président Jean-Pierre Labro, qui aura su redonner de l'ambition au Racing Club de France en recrutant un homme essentiel, Robert Paparambord, accompagné de 3 joueurs prestigieux, Jean-Pierre Rive, Gérald Martinez et Claude Haché. Aidé par le passionné René Bonnefond, Patou deviendra le mentor de toute une nouvelle vague de joueurs, la fameuse génération showbiz. Toujours insouciante, caractérisée d'un côté par le showbiz de Lafont, Blanc, Guillard, Ménel et Rousset, mais aussi de l'autre côté, un pacte de fer, avec les Tadjian, Genet, Blond, Voisin, sous la houlette de son capitaine Serrière. Après avoir échoué en finale en 87, cette génération a besoin d'un titre pour entrer dans l'histoire. Moi je veux savoir où sont les crampons là, parce que franchement c'est pas Vous en mettez 4 ou 5, j'ai pas peur de les tirer. Colle-le. Les avants en rugby sont les derniers gladiateurs du XXe siècle, un peu comme les toreros ou les boxeurs. Dernière répétition avant le combat pour le jeune pilier de 21 ans, Philippe Voisin. Cela fait 31 ans que le Racing n'a pas été champion de France de rugby. 20h30, Serrière, le capitaine, mène ses gladiateurs transcendés et ses artistes apparemment décontractés. Le Parc des Princes est comble ce soir pour la finale du championnat de France de rugby qui va opposer dans quelques instants l'équipe d'Agen à l'équipe du Racing Club de France. La grande finale tant attendue, Pierre-Albin Desjaux. Et c'est, disons-le, la finale rêvée, la finale espérée par beaucoup d'aficionados du rugby. 20h40, coup d'envoi et émotion pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Mais au Racing, les gars du showbiz sont pas là pour chialer, mais plutôt pour se marrer. Du jamais vu dans l'histoire du rugby, du champagne à la mi-temps. À 5 minutes de la fin, Agen mène 9-6. Abadi de 52 mètres met les deux équipes à égalité. 9-9, ce sont les prolongations. Première mi-temps des prolongations. Voisin, remplacé par Dawson, y croit. Sur une touche gagnée par le Racing, Blanc à terre au milieu des avants sert intelligemment Safor qui passe à la fond. Baptiste, le funambule basco-espagnol, prend 2 intérieurs, se retourne bien et fixe les avants agenais dans un môle debout. Benezec, le pilier, arrache la balle, feinte merveilleusement et croise avec Safor qui retrouve à hauteur le chevalier du parc, Laurent Cabane. Cabane pour un essai rempli de larmes et d'espoir, d'amour et de joie. Racing Club de France, champion de France 90. Le Racing remporte le bouclier bonus.
Tandis que Serrière soulève le bouclier, Robert Paparamborde, le gardien de cette différence, plane dans le cosmos du bonheur. C'est l'explosion là, le nage. Ça bouge, ça va. J'essaie. Par la suite, le Racing Club de France n'arrivera pas à incorporer la relève de cette génération 90 trop affirmée, ni à gérer les heurts d'un passage au professionnalisme en 1995. Le professionnalisme vient de faire son entrée dans le monde du rugby. Le rugby est passé professionnel, c'est une vraie révolution. Ça y est, le rugby se professionnalise et tout logiquement l'argent prend une place capitale. En rugby, le Racing s'offre pour un an d'entraîneur de luxe, Bob Dwyer, qui n'est autre que l'entraîneur de l'équipe australienne. Bob Dwyer apportera au club parisien son savoir-faire et sa passion pour redonner un petit peu de couleur aux ciel et blancs qui en ont bien besoin. Dans ces années-là, le recrutement d'anciens joueurs de renom pour entraîner n'y fait rien. Bob Dwyer, en 95-96, Jacques Fourou, 99-2000, Vincent Moscato, 2001-2002, Didier Cambera-Béraud, 2005, Philippe Benetton, 2006. Mais ces arrivées n'y changeront rien. Le club descend en Pro D2 en 96, remonte en 98 et redescend en 2000. Le Racing au bord du gouffre financier. Hier à Colombes, 331 entrées payantes seulement. Peu de monde à la caisse, les recettes ne suivent pas. Que deux anciens rugbymen du Racing Club de France vont racheter l'équipe qu'ils avaient quittée. C'est fait. Franck Ménel et Éric Blanc détiennent désormais 66% de la section rugby du Racing Club de France. Le Racing au bord du gouffre financier voit cette reprise plutôt d'un bon œil. Si Éric et Franck ne viennent pas, eh bien, il y a dépôt de bilan, c'est ce que j'ai toujours dit au 31 décembre. Malgré ce rachat, le Racing est en perdition. En réalité, c'est le rapprochement avec l'US Métro et l'investissement de la RATP qui sauve le club. Né de cette fusion, le Racing Métro, puis le Racing Métro 92. Mais la stabilité n'est pas au rendez-vous. Et de nouveau, en 2006, le Racing est en grande difficulté. En octobre, le club trouve en l'homme d'affaires Jackie Lorenzetti, qui reprend la totalité des parts de la SASP, les moyens de ses ambitions. Avec la signature de Pierre Berbizier et un recrutement spectaculaire entre 2007 et 2009, le club affiche de légitimes prétentions au plus haut niveau. Et ça paye. 10 ans après l'avoir quitté, le Racing Métro remonte dans l'élite. Quintuple champion de France, le club des Hauts-de-Seine prépare activement sa montée depuis l'arrivée de son nouveau président Jackie Lorenzetti en 2006. Le titre de champion de Pro D2 est remporté haut la main. Après être passé si près de la montée la saison dernière, la joie est d'autant plus intense pour les hommes de Pierre Berbizier. À partir de 2010, le recrutement de luxe continue, avec entre autres les Nallet, Chabal, Stein, Fall, Hernandez, Arzieski, Sexton, installant le Racing Club aux premières loges du top 14 et de l'Europe. Fin 2012, le Racing inaugure son centre d'entraînement ultra moderne au Plessis-Robinson. Il deviendra un véritable vivier de joueurs formés au club, hissant le Racing au rang des meilleurs clubs formateurs. En 2012-2013, Quesada succède à Berbizier. Et à partir de 2013-2014, le tandem Labitte-Travers succède à Quesada. En juin 2015, le Racing Métro 92 se sépare juridiquement de l'US Métro après 14 saisons d'union et est renommé le Racing 92. L'ambition du Racing 92 porte un nom, Dan Carter. Le Néo-Zélandais s'engage pour 3 saisons avec le club francilien. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce matin. Dan Carter concentre à lui seul tous les superlatifs, meilleur joueur du monde. L'ouvreur des All Blacks, 102 sélections, le meilleur marqueur de tous les temps avec 1457 points. Bonjour Jackie Lorenzetti, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Racing Métro 92. Alors c'est un très joli coup que vous réalisez, tout le monde en parle bien au-delà des frontières de la France. Est-ce que c'est plutôt un coup marketing, un coup sportif ou les deux? Très certainement un excellent coup sportif. Dan est une pierre importante à la construction de l'édifice et une pierre qui, j'espère, va nous faire gagner. Camp Nou, vue d'hélicoptère avec ses poteaux de rugby, c'est historique. Stade mythique,
finale unique. Plus de 98 000 personnes, record mondial d'affluence pour un match de rugby de club. On ne vit ces moments qu'une seule fois. Déjà une finale de top 14, c'est exceptionnel, mais qui plus est dans ce cadre vertigineux du Camp Nou. Vous aurez remarqué, les joueurs du Racing en blazer. Là, il y a un petit peu de la transmission avec l'époque du showbiz. C'est très sympa, hein, ce clin d'œil. Mathieu Reynal, arbitre de ce match, donne le coup d'envoi pour Toulon. Très haut dans le ciel, ballon dévié, récupéré. Première pénalité de ce match passée par Alf Penny. Bon début de match de Toulonnais. Et voyons la réaction du Racing à venir avec le renvoi pour Dan Carter. Et la passe sur un pas, c'est magnifique pour Poussin qui a pris l'intervalle. Il y a déjà pas mal de jolis gestes techniques. Évidemment, le champion du monde All Black ne tremble pas, 3 partout. En tout cas, cette finale est partie sur de bonnes bases avec des intentions de jeu. Le retour intérieur de Matt Guiteau, pas de soutien à hauteur. Oui, attention à ce plaquage de Maxime Macheneau. Il va se faire sanctionner. Le geste est là, Mathieu. La pénalité est liée, le carton jaune est lié. Décision importante de M. Reynal à venir, déterminante. C'est un carton rouge. C'est carton rouge. C'est terrible pour le Racing, carton rouge. Je peux vous dire que là, Bernard Laporte, il se dit, ça sent bon. Oh, il y a un décalage là pour Toussaint, c'est du 1 contre 1. Il offre cet essai, le premier de la finale, à Mamouka Gorgodze. Et le break est fait. Toulon 14, Racing 6. Généreux les joueurs du Racing, ils se battent. Pour l'instant, au courage, les joueurs du Racing s'accrochent. Les joueurs du RCT accumulent les fautes. Ça passe, le Racing est valeureux, le Racing se bat et reste au contact de Toulon. 14-12, suspense garanti, Fabien. Toulon est en train de déjouer. Et le Racing mène 15-14, incroyable. Oh, du décalage peut-être pour Rocco Soko face à un avant, le petit coupé par-dessus de Rocco Soko. L'exploit du Black, énorme. Rocco Soko qui inscrit cet essai, l'essai du break. Le Racing est époustouflant. Quel match incroyable livré par les Ciels et Blancs ce soir, qui à 14 contre 15 ont réalisé ce que beaucoup pensaient impensable ce soir, Fabien. Excusez-moi Mathieu, c'est très émouvant ce que viennent de faire les joueurs du Racing, c'est très fort, très fort. L'enceinte, le cadre, le contexte, une victoire héroïque, une victoire héroïque. Suivant la tradition de club précurseur, fin 2017, le Racing se produit pour la première fois dans son enceinte de Paris La Défense Arena. Cette enceinte fermée de 30 000 places à la pelouse synthétique de dernière technologie propose un rugby spectacle. En 2019, Laurent Labide prenant les responsabilités au sein de l'équipe de France, Laurent Travers assure seul le managérat sportif du club depuis ce jour. Il ne manque qu'un titre majeur à ce club, un titre dont il s'est approché 3 fois sans réussir à le conquérir. La quête continue. Incroyable, Monsieur Owens qui siffle la fin de ce match et le sacre d'Exeter. Que de regrets pour le Racing. Gardez la tête haute, les gars. Vous avez fait honneur à votre maillot. On aura d'autres chances. Voilà compter notre riche histoire, lourde à porter. Il vous appartient maintenant de la respecter et de faire prospérer la gloire de ce club en maintenant son statut, en alimentant ses ambitions, avec la dose d'impertinence et de panache qui l'ont hissé au rang d'institution. Allez Racing!